Je donne un cours aussi sur l'architecture islamique et je crois que le mérite de la jeune édition tirage illimité, comme vous le voyez là, patronnée par Pierre Frey, qui fut professeur dans cette école et archiviste des archives de la construction moderne, et Philippe Lou, graphiste. Leur but est un peu de relancer ou de faire mieux connaître, en tout cas, cette discipline qui tend à disparaître, qu'est le dessin d'architecture et le dessin de voyage. Et c'est un peu ce dont je vais parler ce soir. Je vous mets tout de suite à l'aise, je ne veux pas vous apprendre à faire des croquis, mais je veux vous donner l'envie d'en faire, en tout cas. Voilà. Et puis, je crois que le dessin d'architecture, vous allez le voir, c'est une façon de comprendre le monde, qui est différente qu'une approche scientifique. Mais c'est une approche peut-être plus sensible, mais qui est tout aussi valable qu'une approche scientifique. Voilà, alors je remercie d'abord Pierre et Philippe Lou pour leur fantastique travail pour ce livre. Et je tiens aussi à remercier le préfacier, Pierre Pelou, je ne sais pas s'il est là, non, je ne crois pas, qui est philosophe, diplomate et qui fut l'ancien bibliothécaire du Palais des Nations à Genève. Il s'est intéressé à mon travail, qu'il a fait la préface du livre, et il m'incita et m'aida à présenter l'exposition que vous voyez ce soir au Palais des Nations à Genève en septembre 2017. Je tenais à faire ça, qui fait aussi une exposition qui explique peut-être les thèmes choisis, qui fut soutenue par le bureau de l'UNESCO de Genève. Et je tiens aussi à remercier une amie très chère et écrivain de longue date, qui fit la postface, Corinne de Sarzan, et qui m'imaginait en voyage, c'est la postface. Et tout est plus vrai que vrai parce qu'elle l'a imaginé. Voilà. Alors, à propos du croquis, je voudrais peut-être commencer par une citation. Je ne sais pas si vous connaissez cet homme. C'est John Berger, qui fut un écrivain, un artiste et un journaliste important d'origine britannique. Puis il a écrit un très beau livre qui s'appelle Les carnets de Bento. Bento, c'est Spinoza. Et on sait qu'il avait un carnet, qu'il a fait des croquis. Mais on n'a jamais retrouvé ce carnet, ça doit être assez fascinant s'il existe encore. Et puis, il écrit dans ce livre, le carnet de Bento, il dit, donc John Berger, « Nous qui dessinons, le faisons pour rendre visible ce que l'on observe, mais aussi pour accompagner l'invisible vers sa destination indéchiffrable. » Et alors, moi, je dessine pour essayer de saisir le monde qui m'entoure afin de le comprendre toujours. Et puis, le dessin et le voyage, c'est un moyen de connaissance, de découverte, de respect du lieu, de l'objet, mais aussi des gens qui l'ont construit et ceux qui y vivent actuellement, par exemple. Et puis, c'est une chose qu'on a un peu tendance à oublier dans ce monde, savoir s'arrêter pour observer, transcrire, comprendre et réinterpréter. Et puis, évidemment, communiquer. Quelque part, le dessin, le croquis de voyage, c'est un éloge de la lenteur. Et puis, comme disait ma postfacière, Corinne de Sarzan, elle disait que dessiner met les yeux et le cerveau au bout des doigts, ce qui n'est pas tout faux. Et puis, dessiner signifie aussi une chose qui est très importante, on va le voir, c'est choisir et éliminer, n'est-ce pas? Laisser de côté pour voir ce qu'on veut vraiment. Et puis évidemment, ça s'apprend aussi au fil du temps. Alors, les architectes dessinent, notamment quelqu'un comme Le Corbusier sur les dessins de gauche, et pour lui, dessiner, regarder, observer, voir, imaginer, inventer et créer. Et puis à droite, c'est un dessin aussi de l'Acropole, mais d'un autre grand architecte que fut Louis Kahn. Et lui, Louis Kahn, il a d'autres conceptions. Lui, c'est les couleurs, la lumière, les matières, capturer l'esprit plus que l'apparence pour essayer de comprendre les lois de la nature avec un grand R. Et puis, plus proche de nous, Aldo Rossi, ici à gauche, c'est un dessin du dôme de Milan, il esquisse dans un de ses carnets. Et puis à droite, Arduino Cantafora, une vue de Prague. Et Aldo Rossi et d'autres, dont Arduino Cantafora,
ils ont remis en vogue dans les années 70 le croquis soit de voyage, soit le croquis de réflexion ou de projet. Et ils l'ont élevé au statut d'œuvre d'art. Et il faut leur rendre hommage pour cela. D'ailleurs, Arduino Cantafora a été professeur dans cette école de 1989 à 2011. Vous voyez, voilà. Et puis, ici aussi, deux autres professeurs. À gauche, Jean-Marc Lamunière, qui a enseigné aussi dans cette école, et dont je fus l'assistant et le chargé de cours. Et mon associé, Patrick Mestelan, qui était aussi chargé de cours, avant d'être professeur ici, et l'EPFL. Alors là, vous avez deux dessins, un dessin de Bidos à gauche, et à droite, un dessin de Petra de mon associé. Voilà, et c'est peut-être grâce à eux qu'ils m'encouragèrent à faire des croquis. Ils m'encouragèrent de toute façon. Je n'ai pas toujours été très reconnaissant parce que je déteste qu'on me dise de faire ce que je ferai de toute façon. Mais ceci est une autre histoire. Alors voilà, pour poursuivre, voilà, mon premier croquis à gauche, en 1976, lors du voyage culture. Et puis à droite, le dernier croquis qui est fait il y a 3-4 jours à Istanbul. Voilà, on voit un petit peu comment, et on va le développer, comment je suis passé du crayon à la plume, par exemple. Et ici aussi, dans le dessin de gauche, j'étais obnubilé par la coupe, par les choses de la représentation classique en architecture, c'est-à-dire le plan, la coupe et l'élévation. Et là, j'ai fait un mix, j'étais fasciné par la densité de l'espace égyptien, des temps, notamment à Abydos, où on voit à la fois un fragment de coupe, un fragment d'élévation. Et puis l'autre dessin, c'est à Istanbul, lac Médan, c'est un des fragments de l'ensemble assez important que file Sultan Ahmet à cet endroit qui est lac Médan, c'était l'ancien hippodrome de Byzance. Voilà pour ces quelques dessins. Et puis ici, comment dire, c'est un dessin du colosse de Memnon, et je crois que ce qui m'a le plus intéressé, c'était les chèvres qui broutaient devant le colosse. Voilà. Et puis à droite, c'était des notes que j'avais prises dans un café ou sur une terrasse de café en plein Luxor, et de voir des gens qui travaillaient, le marchand d'oranges, d'autres choses, des gens qui vendaient des choses d'informatique, etc. Tout ça pour dire que quand on fait du croquis, quand on prend le temps de s'arrêter, puis d'observer un peu, il y a une relation qui s'établit entre les choses qu'on veut dessiner ou qui nous intéressent, et je trouve que c'est très important. Et ça peut se faire que par le croquis, je trouve. Bon, bien sûr, il y a les discussions, mais si on veut parler de médium, la photographie, vous faites une chose de 3 secondes, 3 dixièmes de seconde. Voilà. Tandis que là, les gens viennent, ils sont curieux parce que vous décidez. Puis, moi je l'ai vu beaucoup au Moyen-Orient, mais aussi en Inde d'ailleurs, ça marche comme ça. Les gens sont en général contents parce que de vous voir dessiner. Ils font des éloges, c'est autre chose. Mais surtout, ils apprécient que vous restiez 20 minutes, une demi-heure à dessiner leur environnement. Et je crois que ça, voilà, il faut être sensible à ça. Parce qu'il y a une relation qui se crée entre les deux parties, finalement. Vous existez pour eux, et eux existent pour vous, et les gens, ils sont sensibles. D'où ces images, ces carnets de croquis. Je ne sais pas si les chèvres ou colosse de Memnon étaient sensibles à mon dessin, ça n'a pas d'importance, mais c'était intéressant de voir un lieu qui est hautement touristique, d'avoir des chèvres qui paissaient dans la pâture sur des traces de l'ancien temple d'Amenophisco. Voilà. Et puis il y a aussi, c'est le dessin de droite que j'ai fait, et surtout la photographie à gauche. Il y a aussi il y a une histoire des découvertes, des médiums. Et là, la photographie, elle a été faite en 1860. C'est une époque où faire une photographie, c'est plus difficile que faire un croquis. Il faut une chambre, il faut des porteurs pour porter la chambre, le papier. Tout ça, c'est sur des plaques de verre qu'il faut emballer depuis l'Europe, en bateau, etc. Et puis voilà, c'est une œuvre d'art dans le sens, je pense que M. Fiat, en 1860, il a dû mettre plus de temps que moi pour faire cette très très belle photographie.
Voilà, mais il y a une histoire, en tout cas moi je suis sensible des découvreurs, des photographes, des dessinateurs aussi des siècles qui ont pu aller dans les mêmes endroits, qui sont allés dans les mêmes endroits que je parcours aujourd'hui. Alors la photo suivante, c'est un peu... je voulais vous montrer ce que j'emmène en voyage. Voilà, parce que c'est important. Et en général, j'emmène un carnet de croquis qui fait 20 de 20, qui a une couverture en toile rigide, qui a un papier assez fort, qui fait que je peux utiliser toutes les techniques que j'emploie, même si au fil des ans, elles se sont réduites. Évidemment, il faut 2 pinces à dessin. Il ne faut jamais oublier ça, parce qu'autrement, on est un peu embêté. Un élastique pour refermer le carnet de croquis, après. Un petit sac en plastique, vous savez, pour les aliments, pour mettre le carnet de croquis en lieu sûr, pour éviter l'humidité, ces choses-là. Voilà. Et puis, un deuxième carnet de croquis, qui n'est pas tant un carnet de croquis, qui est plutôt un carnet de notes. C'est pour faire ma relation du voyage, évidemment, puis par rapport à des hypothèses, en voyant des choses, prendre des notes. Voilà. Et puis, un petit appareil photographique. Ici numérique, avant j'avais des appareils argentiques, qui est bien pratique, et je vais d'ailleurs un peu parler de la photo, où pour moi la photo aujourd'hui c'est plus des annotations. Pour moi c'est plus important de faire des dessins. Faire des photos c'est intéressant aussi, parce que ça permet de préparer des cours, puisque certains ont suivi mes cours à l'EPFL ou d'autres choses. Mais il y a un côté, c'est un peu instantané, c'est très bien de faire des instantanés. Et on peut dire plusieurs choses sur la photographie. Tout d'abord, c'est un médium qui est relativement récent, un peu plus de 100 ans, à peu près, alors qu'on a dessiné depuis bien plus longtemps, et en voyage également. Bon, là, il y a un côté instantané, c'est pour ça l'arc-en-ciel derrière une statue de l'île de Pâques, voilà, c'est aussi un instantané. L'éléphant qui se fraye un chemin dans une cité sainte d'Inde, c'est aussi ce genre de choses. Et puis alors, une chose qui est importante pour comparer avec la photographie, je trouve que le dessin, il est un peu intemporel. C'est-à-dire que vous avez une technique comme le fait que vous sélectionnez, vous avez tout le contexte qui peut disparaître. Ça veut dire que le dessin, la photographie, elle est très objective. Elle porte un nom, comme c'est une partie de l'appareil, porte d'ailleurs ce nom, mais elle prend tout, quelque part. On va faire des flous subtils, etc. Alors que le croquis, il rend les choses un peu intemporelles. C'est aussi ça qui m'intéresse peut-être dans le dessin. Et puis évidemment, par le dessin, je gomme, c'est ce que je disais avant, je sélectionne, je prends que quelques parties. Je prends que le sujet qui m'intéresse. Et puis un gros avantage aussi, maintenant ça change un peu, on peut dessiner partout, y compris dans les musées, on ne vous demande pas encore de l'argent pour faire des dessins. Bon, de temps en temps, vous avez dans une mosquée turque un intégriste mal dégrossi qui, pour je ne sais quelle raison, refuse que vous fassiez un dessin de la mosquée où il se trouve, mais ça s'arrange en général assez vite. Et puis voilà. Puis la dernière chose aussi qui est fantastique, c'est qu'avec le dessin, vous n'abîmez pas ce que vous dessinez. Il n'y a pas de flash, il n'y a pas de choses comme ça. Et voilà. Puis une dernière chose aussi, c'est qu'en dessinant, finalement, vous n'êtes pas trop mauvais pour faire des cadrages en photographie, donc ça se retourne l'un sur l'autre. Là, je vais parler un petit peu technique, dans le sens qu'il faut être très à l'aise dans les techniques. N'oubliez pas que les croquis que vous faites a priori, au tout début en tout cas de votre formation d'architecte ou après, c'est essentiellement pour vous. C'est-à-dire que vous voulez comprendre comment ça marche. C'est un peu maladroit, tout ce que vous voulez. Puis après, ça, évidemment, avec le temps, moi, ça fait 40 ans que j'en fais, ça devient à peu près correct. Alors évidemment, j'ai commencé, comme tout le monde, par faire du dessin au crayon. Le crayon, il faut passer par là, puis ça rassure un peu. Parce qu'on peut gommer, n'est-ce pas, pense-t-on. C'est un petit peu plus compliqué, mais c'est comme ça. Puis il y a soit le dessin en noir et blanc, soit le dessin en couleur, comme à Luxor, ici à droite, où il y a une mosquée qui est trop haut par rapport au niveau des fouilles, mais à l'époque, quand elle a été construite au XIIe siècle, il faut imaginer que le temple de Luxor était recouvert de gravats jusqu'à l'auteur de la porte qui se trouve ici. Mais j'avoue que mon médium favori, après quelques années, ça a été la plume ou le feutre très noir. Je trouve que avec ce moyen, mais c'est le mien,
c'est celui auquel j'adhère le plus. On peut tout faire. On peut soit faire des détails, soit faire des aplats pour faire des ombres, etc. On peut faire jouer la lumière et l'ombre, n'est-ce pas, de façon assez tranchée. Et ça, c'est peut-être parce que j'ai beaucoup parcouru cet espace oriental. Et il y a un très beau vers d'un poète syrien contemporain, Adonis, qui parle de la lumière, et qui est très oriental, comme il en parle. Et il dit, la lumière ne se rend pas, la lumière assaille ou capitule. Et voilà, c'est des choses comme ça qui m'intéressent. D'autres techniques encore, comme le crayon de couleur et la plume, vous le voyez à gauche, je vais dessiner ce musée du Caire, c'est des petites maisons où ils mettaient ce qu'on appelle les soucheptis. C'était les garçons, c'était les gardiens pas les gardiens des morts, c'est des petites statuettes d'une quinzaine de centimètres qu'on empilait dans ces choses-là, et qui, dans la vie future du pharaon ou de l'enseveli ou du grand vizir ou autre, ils faisaient le sale travail. C'était les serviteurs de la tombe. N'est-ce pas, qui est pas mal comme concept. Puis autrement, c'est la sanguine, de couleur ocre, en l'occurrence ici à Luxor à droite. La sanguine, elle est pas mal parce que vous avez des mines assez grasses, assez épaisses, qui fait que vous n'avez pas beaucoup d'effets de... On ne peut pas faire des détails. J'ai voulu faire à la sanguine des dessins du pavillon de Barcelone de Vicentero, on oublie, quoi. C'est un médium qui ne va pas du tout. Mais pour attraper des ombres, pour attraper des masses comme ceci, des ombres et des lumières, c'est un médium qui va très bien. Et puis, ça peut être aussi le pastel, le crayon pastel, de couleur ou noir et blanc. Alors ici à gauche, c'est une vue d'Istanbul, depuis le bout de la Corne d'Or, où se trouvent les grands cimetières des Youps. Et puis en utilisant ce bleu-là, c'était peut-être pour rappeler la brume qui montait du Bosphore tôt le matin. Ou encore cette perspective atmosphérique. Vous savez, on passe du vert au bleu, le fond devient bleu, tel qu'on peut le voir dans les tableaux de la Renaissance et ailleurs. Puis à droite, c'est aussi la même chose, mais avec plus de couleurs. De nouveau, le colosse de Memnon, rouge, le fond derrière, la forêt, la montagne sacrée qui est plutôt brun, et puis le ciel qui est posé comme ceci. Et puis on peut travailler avec, là aussi, de nouveau, ça peut être par trait, par aplat ou par vraiment... des touches comme ceci. Voilà, c'est un des médiums possibles. Mais encore une fois, je vous montre ceci, mon médium préféré étant la plume, mais c'est à vous, si vous voulez faire du dessin, qui devez choisir votre propre médium. Il faut faire des essais. Et moi, comme j'ai eu la chance d'aller très souvent en Égypte, l'Égypte c'était formidable parce que je me disais, cette fois je revois les mêmes sites que l'année dernière, cette fois je prends l'aquarelle, comme ici par exemple. Voilà, alors c'est des petites aquarelles. Ça demande plus d'attention, l'aquarelle. Ça peut être très subtil. Et puis, comme tous les débutants, à gauche, c'est un des premiers dessins que je faisais à l'aquarelle. Évidemment, on utilise toutes les couleurs de la palette. C'est un truc classique, quoi. Puis après, ça se réduit un peu pour arriver à droite à une vue de filet, vue depuis le haut, où c'est presque un monochrome. Ça devient presque un lavis. Voilà, il faut expérimenter. Ici aussi, c'était une autre forme d'expérimentation que j'ai appris sur les yeux, notamment à Angkor. C'était ce que j'appelle les techniques mixtes, c'est-à-dire de travailler sur deux médias. C'est-à-dire l'un, c'est la plume ou le feutre, prendre un feutre quand on fait de l'aquarelle qui ne baffe pas quand on pose l'aquarelle, et jouer sur le trait et le blanc pour le bâtiment que je voulais dessiner. Et puis, et à droite aussi, la même chose en Inde. Et puis faire le fond, la nature, n'est-ce pas, la faire avec des touches d'aquarelle. Montrer un peu la sauvagerie de la nature par rapport à la création humaine. Voilà ce qu'on peut voir. Là aussi, il y a toujours des techniques mixtes. À gauche, c'était à Isfahan, le tombeau de Baba Qasim. Ce qui m'intéressait, c'était d'une part la structure en briques, et puis après, avec je crois que c'était des pastels ou des crayons de couleur, montrer les endroits où l'on avait mis les faïences de couleur, n'est-ce pas, pour mettre en valeur la couverture, et puis évidemment le seuil, l'entrée au tombeau. Puis à droite, c'est un effet de figure fond avec la plume et un feutre très épais pour faire un ciel noir qui met en valeur l'arrière du plan. C'est une chose qu'on voit aussi en photographie. Si certains d'entre vous connaissent le très beau livre La naissance de l'architecture de Siegfried Kittion, qui doit être à la bibliothèque,
vous verrez des photos de ce type. Et en plus, il faut lire le texte parce qu'il est magnifique. Mais ceci est une autre histoire. Et puis, je me suis livré aussi à des choses, je pense qu'aujourd'hui ce sera interdit, c'est le frottage. Ici, c'est assez marquant, sur le tombeau du Khoureybir, qui est un tombeau en marbre noir, comme ça, avec des inscriptions coraniques. Et voilà, à l'époque, j'avais pris un papier, puis un crayon gras, puis vous frottez. On a tous fait des frottages quand on est gosse. Il faut continuer à le faire. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr que je pourrais faire ça, quoi. Mais c'est pas grave. Il faut toujours essayer. Si le gardien n'est pas content, ben, voilà, quoi. Et puis ici, comme vous avez vu que je dessinais pas mal en Égypte, j'ai beaucoup dessiné là-bas. Une année ou quelques années, il m'est arrivé de faire comme eux, comme les Égyptiens anciens, c'est-à-dire de dessiner sur des fragments de poterie, comme on en rencontre un peu partout, sur les fouilles ou même à côté, ou des pierres, des cailloux. Comme celui à droite qui est un agrandissement de ce qui se trouve ici. Ça m'intéressait ces ostraca parce que les artistes égyptiens, le papyrus coûtait très cher. Alors, leur brouillon, maintenant il n'y a peut-être plus tellement de brouillon avec l'informatique, mais il y avait le calque d'esquisse dans ma génération. C'était leur calque, c'était leur brouillon. Ils faisaient leur brouillon sur la pierre, voilà. Puis voilà. Et puis c'était intéressant, ça m'intéressait. Alors j'ai travaillé avec un feutre, etc. Puis j'ai un peu travaillé comme eux, c'est-à-dire qu'on voit sur les temples, dans les tombes surtout, sur le crépi, ils dessinent, ils esquissent ce qu'ils doivent peindre, les scènes classiques, rituelles des dieux et des déesses, et évidemment du pharaon, si c'est une tombe pharaonique, au trait à la plume rouge. Puis après, il y a d'autres artistes prêtres qui viennent derrière, qui font les motifs définitifs. Alors moi, ça m'intéressait de faire ces essais-là, comme ça. Puis quand même, c'est quand même assez difficile de dessiner sur un caillou, même s'il est petit, parce que souvent, c'est rugueux, ça n'a pas la forme que vous voudriez. À la fois, ça peut vous stimuler parce qu'il peut rester quelque chose, comme ici, où il y avait une espèce de plante fossilisée. Voilà. Et je voulais faire ça, parce que j'avais lu un texte sur les grottes de Lascaux, où on expliquait quand même, je pense qu'on connaît tous ces grottes, il y a une espèce de vivacité dans les traits, etc. Puis quand on voit, c'est quand même sur des choses rugueuses, c'est des choses comme ça. Ces gens, ou ces femmes, on pense que c'était peut-être même des femmes qui ont dessiné ces taureaux, ces scènes de sage. Ils étaient quand même très très doués. Voilà, alors je voulais un peu voir ça. Et puis ici, alors qu'est-ce qu'on dessine? Moi, je dessine évidemment de l'architecture, le territoire, des objets architecturaux, des temples, des églises. Mais il y a plusieurs façons de les représenter. Par exemple, ici à gauche, c'était une vue intérieure, il y a bien longtemps, de Santa Maria in Cosmedin. Et j'ai collé en rentrant à l'hôtel le soir le plan de l'église, qui à l'époque, je crois, était sur le billet qui était vendu pour entrer dans l'église. Et puis à droite, c'est un temple en Inde, un peu pyramidal, avec un portique pourtournant. Ben, qu'est-ce que j'ai dessiné sur la même feuille? À la fois la coupe, qui va jusqu'à l'axe de la pyramide, une vue très brève de l'intérieur de ce portique qui tourne autour, et puis juste un détail de la pile dont est faite le portique. Voilà. Et puis le tableau d'avant, ça c'est un de mes carnets de voyage. Ben, c'est des petits levés, c'est-à-dire que vous relevez le temple qui vous a intéressé, vous n'avez pas de plan, vous faites une petite esquisse comme ceci. Maintenant, grâce à Google, si vous vous trompez dans l'esquisse, vous pouvez contrôler les distances, en tout cas à l'extérieur du bâtiment, ce qui est parfois bien pratique. Alors, on dessine tout ça, et puis il y a une chose aussi qui était mon dada, j'ai montré que 2 planches là, c'est que représentent les gens, les artistes des temps passés. Et là, sur la feuille de gauche, c'était dans une tombe, pour moi c'est les plus belles tombes de la Vallée des Rois, où c'est au trait. C'est comme des graffitis, n'est-ce pas? C'est vraiment au trait. C'est pas que la tombe est inachevée, c'est comme ça. C'est une période. Et alors là, ce qui m'intéressait, c'était de voir comment on dessine une colonne, par exemple, de temple, comment on dessine une petite entrée de temple, n'est-ce pas? Voilà. Et puis à droite, alors c'est un peu plus récent, enfin c'est dans le temps, c'est Alexandrie, c'est comme un potier gréco-égyptien,
il a représenté la maison ou le phare d'Alexandrie sur la droite pour faire des lampes à huile. Et moi, c'est des choses qui m'intéressent. Quand vous voyagez, regardez aussi comment l'autre représente son architecture. Voilà. Et puis ici, une expérience amusante que j'ai eu l'occasion de refaire dernièrement, c'est à propos de la Villa Adriana. Il y a une exposition sur la Villa Adriana à Genève et en accord avec l'école d'architecture ici, le département d'architecture. Et Luca Ortelli, que je remercie ici, m'a demandé à mon associé, à moi et à d'autres professeurs de cette école, ce que leur évoquait de manière très libre la Villa Adriana. Alors moi, ça m'a permis de ressortir mes dessins qui datent de 82-83, ça fait bien longtemps, mais c'était au tout début de ma carrière d'architecte et d'enseignant. Et puis, je me suis aperçu que j'avais des dadas qui continuaient, je les ai toujours d'ailleurs. Ce qui m'intéressait, c'était les structures, ces grandes structures de briques. Certaines sont très belles parce qu'elles sont faites en opus reticulatum, qui sont des losanges de briques comme ça, qui sont magnifiques, mais qui vont être cachées ensuite par les parements de marbre, qui ont tous disparu parce que les évêques et les papes au XIIe, XIIIe siècle se sont dépêchés d'emporter tout ça pour décorer leur palais. Mais voilà, mais c'est des voûtes, c'est des choses comme ça. Et puis, ce qui est important pour moi, la Villa Adriana, c'est aussi de voir cet extraordinaire élément de construction qu'est la brique. Puis la brique, c'est quoi? C'est la taille de la main d'un homme, n'est-ce pas? On peut la prendre comme ça et la poser. Voilà. Et puis, voilà. Et puis après, dans nos travaux, dans nos réalisations, c'est sans doute des choses qui sont revenues. Bon, on a toujours aimé les structures primaires qui génèrent des espaces, etc. Quelque part, par la structure primaire, ça permet de générer l'utilitas, l'utilité, le firmitas, la solidité, donc la construction, et puis le venustas, comme disait Vitruve, la beauté. Ça, c'est des choses qu'on a un peu essayé de poursuivre. Mais aussi, c'était aussi rendre hommage finalement aux gens qui travaillent. Moi, nous avons toujours été sensibles à ça, au savoir-faire du maçon et des autres gens qui travaillent sur le chantier. Il faut leur rendre hommage, parce que vous verrez, pour ceux qui ne sont pas encore architectes, ben, je ne parle pas des entrepreneurs, mais sans les ouvriers, vous ne pouvez rien faire. Même si vous savez comment dessiner un mur de briques. Le dessiner, c'est une chose, le monter, c'en est encore une autre. Et c'est important dans ce qu'on appelle le bouquet, vous avez peut-être vu ça pour certains d'entre vous qui font des stages, c'est là qu'il faut rendre hommage à ces ouvriers-là, qui sont des gens formidables, qui nous ont aidés à faire, qui ont mis qui ont mis en matière ce que nous, on a mis sur le papier ou en pixels, pour parler aujourd'hui. Et puis là, pour poursuivre un peu ces dessins, là aussi, il y a deux types de dessins. Après, c'est des dessins à la plume, mon médium favori. C'est que soit on peut mettre plusieurs choses, on peut essayer de vouloir attraper tout ce qu'il y a dans le bâtiment. Ici à gauche, vous avez un temple indien. Et là, il m'intéressait de mettre sur la même planche à la fois une partie du temple, en intérieur d'une des cours, dessous des petits relevés sommaires des claustras de pierre qui sont dans ce temple, et puis un détail constructif d'un socle avec des feuilles de lotus, comme on peut le voir ici, représentées en pierre, et puis un petit banc. Et à droite, c'est à Jodhpur, toujours en Inde, c'est un hôtel contemporain, assez bien fait, qui s'est inspiré des constructions locales, et qui reprend le thème des claustras de pierre, qui fait des claustras en pierre. Il fait ça dans un jardin qui est assez beau, où il y avait un pavillon moghol, c'est le dessin que vous avez en dessous. Et puis vous avez le détail du claustral là sur la droite, et puis il y a même le détail de la chambre d'hôtel, et je suis resté quelque chose. Ça, c'est une chose, c'est le tout et la partie, n'est-ce pas? On veut englober. Et puis aussi, souvent, ce qu'on fait, c'est la partie. C'est-à-dire qu'ici, ça m'intéressait d'avoir une travée dans des ponts d'Isfahan, un pont d'Arras, pour comprendre comment ça marchait. Et ici, à droite, une vue de l'intérieur de la mosquée des Omeyyades de Damas, qui est encore entière, elle, mais la Syrie n'est plus vraiment debout. Et là, ce qui m'intéressait, c'est à nouveau la travée. Il y a puis deux personnages assis, minuscules, qui donnaient un peu la taille de ce merveilleux bâtiment. Ça peut être des choses plus proches de nous. Là, de nouveau, la travée du cloître à Rome, Chiesa della Pace, comprendre comment ça marche.
À droite aussi, comprend l'entablement et l'ordre hindou, qui sont des ordres qui, après tout, par rapport à notre culture historique, qui est avant tout basée sur l'Europe, sont très déroutants. Il y a des choses que vous n'avez pas appris à voir. Et puis ça peut aller, ils sont sommaires, certes, mais ça peut aller jusqu'au relevé. Là, moi j'avais été passionné il y avait longtemps par une des rampes à Abydos, ces rampes escaliers qui sont magnifiques. J'ai pris des codes, il faut savoir. Et puis à droite, à Hama, il y avait une chaise en bois qui était remontée au XVIIe et XVIIIe siècle. J'en ai fait un petit relevé, parce que je voulais savoir comment ça marchait. C'était une chose très, très habile et très belle. Voilà, notre métier d'architecte, c'est d'appréhender toutes ces choses-là. Dessiner, c'est vraiment essayer de comprendre. Et ça forge notre personnalité. C'est à la fois une auto-formation, c'est une discipline. Et moi, j'avoue, je m'intéresse un peu à toutes les architectures. C'est plus facile à dessiner que les gens en ce qui me concerne, parce que ça bouge nettement moins. Voilà, c'est ma formation. Alors là, c'est à Istanbul, c'est le Tchèque Passage. C'est un passage construit à la fin du XIIe siècle dans le quartier dit européen de Galata et d'Istanbul. Puis à droite, c'est un dessin récent d'une hutte en bambou en Birmanie. Puis c'était une chance formidable parce qu'elle était en construction. Je pouvais voir un peu là aussi comment ça marchait. Et puis on peut dessiner partout et toutes les architectures. Là, c'est l'architecture du XXe siècle à Lausanne. C'est la maison chemin du Levant par Fabergé. C'est une architecture du mouvement moderne, c'est pas une architecture vernaculaire du mouvement moderne. C'est-à-dire, c'est pas forcément des architectes très connus, mais qui, eux aussi, ont utilisé vécu dans ce mouvement. Puis à droite, c'est des architectures plus contemporaines, mais qui m'intéressaient aussi, des architectures pas trop sophistiquées, puis qu'on trouve, pour ça les Espagnols sont formidables, en plein milieu de villes, de centre-villes, de villes dites historiques. C'est intéressant à voir. Puis aussi, bien sûr, les stars de l'architecture, soit vivantes, comme Álvaro Siza, j'ai pris cet exemple-là, et son fameux pavillon du Portugal. Et puis à droite, Adalberto Campo Baeza, qui fait ce bâtiment en verre et en pierre à Zamora. J'ai pris ces deux personnages-là parce qu'ils ont enseigné à cette école. Ils ont été professeurs invités il y a quelques années, ou de nombreuses années, en tout cas. Voilà. Et puis, bien sûr, il y a les icônes. Il faut une fois aller à Brasilia pour voir les merveilles qu'a fait Oscar Niemeyer, ou des icônes comme l'Opéra de Sydney, de John Huston, à Sydney, justement. Et puis, les toutes grandes stars, n'est-ce pas, c'est Le Corbusier. À Chandigarh, évidemment, j'ai fait un dessin depuis l'immeuble administratif de Chandigarh. Puisque ce qui m'amusait, c'est que j'ai dessiné la course du soleil. Si vous vous souvenez, dans les dessins de Le Corbusier, dans ses projets, il fait souvent ça. Il fait le soleil avec des petits points, et puis une course. Alors j'ai fait ça. Et puis à droite, c'était, il y a bien longtemps, en 79, le palais de l'Assemblée construit par Louis Kahn à Dhaka, au Bangladesh, qui est un formidable bâtiment. Là, ils étaient à la fin du gros œuvre. C'était passionnant parce que c'était vraiment le calme brut. C'est un bâtiment, il faut imaginer, qui fait quand même 50 mètres de haut, tout un en béton propre de décoffrage. Et les horizontales et les verticales que vous voyez sur mon dessin, c'est des bandes de marbre, soit en relief, soit à fleurs. Et c'est tout ça qui fait la façade du bâtiment. Donc il a su mêler à la fois la rigueur constructive, c'est les étapes de bétonnage, la rigueur constructive, et en faire un élément, c'est la vénustas en même temps. Hein, firmitas et vénustas. Et puis aussi, c'est des références, j'en avais un peu parlé. Là, à gauche, c'est un dessin de Kahn de Carnac. Et puis moi, un jour, je me suis mis au même endroit que lui, grosso modo, pour faire aussi mon dessin. Voilà, c'est un peu des fantasmes. Mais une influence aussi qui est importante pour moi, c'est la bande dessinée, notamment Hugo Pratt et ses bandes dessinées extraordinaires. Si vous ne connaissez pas Hugo Pratt et Corto Maltese, maintenant ils sont en train de coloriser tous les albums. Je trouve que c'est dommage. Il faut du noir et blanc pour Corto Maltese. Et puis ce qui est extraordinaire chez Hugo Pratt, c'est un des seuls qui vous montre que c'est la nuit en vous dessinant un ciel blanc. C'est quand même pas mal. Et puis il y en a un autre aussi, je ne sais pas si on le connaît, c'est Loustal, qui lui c'est plutôt le quotidien. C'est des dessins comme ça. Ce qui fait que voilà, moi aussi il m'arrive de dessiner un café déglingué au Caire, en collant à côté le sucre qui fait la publicité du café,
ou évidemment une fenêtre un peu plus prestigieuse face aux pyramides, en Égypte toujours. Et puis, j'aurais voulu dire encore 2-3 mots sur mon cours que je donne sur l'architecture islamique, ici, que j'ai l'honneur de donner ici. Voilà, c'est un monde que je parcours depuis 40 à 45 ans d'ailleurs, depuis un premier voyage à Istanbul en 1971, suivi d'un stage en Algérie quelques années plus tard. Et je m'efforce dans mes cours, à part l'Irak, la Libye n'est pas grand-chose. Je fais l'effort d'aller voir tout ça. Si vous voulez saisir l'espace et pouvoir en parler surtout, il faut aller voir, pour contrôler l'échelle, pour voir. Et là, par exemple, c'est aussi aller voir des endroits peu connus, que j'essaie de montrer à mes étudiants, pour montrer la diversité de cet islam classique, qui n'a rien à voir avec l'islam d'aujourd'hui, qui est plutôt sectaire, refermé sur lui-même, et qui la plupart du temps a quitté son caractère universel. Ça produit des grandes civilisations, et c'était aussi parce qu'il y avait de la tolérance, une interprétation des textes sacrés un peu plus subtile qu'aujourd'hui, faut-il le dire. Et alors là, c'était 2 images que j'ai faites d'une ville du XVe siècle, qui est dans le delta du Gange, en Inde, mais à la frontière avec le Bangladesh, où il y avait une ville qui s'appelle Gore. Et on voit là, par exemple, à gauche, c'est une porte, où la maçonnerie de la ville, elle n'est pas effondrée, mais c'était plutôt un talus. Ils concevaient leur protection comme ci. Puis à droite, c'était curieux, parce que très, très rare en Inde, d'ailleurs je les ai vus que là, c'était des petites mosquées à coupole, avec une seule coupole, ce qui n'est pas tellement fréquent dans l'architecture islamique indienne. Ou alors des choses un peu moins connues, mais beaucoup plus proches de nous, comme en Turquie. Ici, cette mosquée du XIVe siècle à gauche, à Milas, elle est intéressante parce que le minaret est en forme de minbar. Vous avez cette chaire à prêcher qui est perpendiculaire au mur qui. Et puis à droite, c'est une salle hypostyle, oui, toujours en Turquie, mais la voûte est en pierre au lieu d'être habituellement en bois. Ou encore ici, à Istanbul, donc c'est vraiment pas très loin d'ici, à gauche, vous avez une mosquée en forme d'ellipse qui était pour une confrérie soufie qui date de 1835, je crois. Et voilà, ils ont utilisé, c'est la première et la seule mosquée vraiment baroque que l'on peut voir à Istanbul, parce qu'autrement, s'il apparaît des traces de baroquisme dans les mosquées, ça peut être au mieux la cour qui, au lieu d'être carrée, est en fer à cheval, 2-3 choses comme ça. Et puis à droite, ça c'est le tombeau du cheikh Zafir, qui a été construit en 1897 par un Italien, d'Aronco, originaire d'Udine, qui a construit plusieurs bâtiments à Istanbul, et qui a été un peu le... comment appelle-t-on ça, fin du 19e siècle et début du 20e. C'est un blanc, vous pouvez m'en excuser. Oui, un bâtiment Art Nouveau. Il introduit l'Art Nouveau à Istanbul, il y a des bâtiments plus laïques qui font. Puis ici, c'était la chance de donner ce cours ici. Et c'était l'époque, ça a changé maintenant, je pouvais être expert de diplôme, puisque j'enseigne qu'un semestre par an. Et là, c'est une de vos camarades étudiantes d'origine pakistanaise, aujourd'hui diplômée, qui voulait faire son diplôme à Lahore, au Pakistan. Alors j'ai sauté sur l'occasion pour aller passer quelques jours à Lahore, parce que disons que le Pakistan n'est pas un pays aisément accessible. Et puis voilà, j'ai dessiné cette mosquée qui est plus perse que moghole quand on la voit. Et puis à droite, c'est une ville qui m'intéressait beaucoup de voir cette ville, où ont été construits des tombeaux soufis, qui rappellent un peu certains tombeaux qu'on peut voir en Iran. Alors voilà, j'ai fait cette chose-là. Ici, là c'est de nouveau toujours par rapport à mon cours, c'est des moussallas. Les moussallas, c'est une petite mosquée extérieure. Vous avez en général le mur Qibla qui est représenté avec le minbar, voire des fois, et puis le mihrab, qui sont des choses plus récentes par rapport à la vie du prophète. Et là, c'est vraiment dans 2 endroits aux antipodes. L'un, c'est au Maroc, c'est l'extrême occident arabe,
Et puis l'autre, c'est l'extrême-orient indien. Voilà, et c'est là. Et ça nous fait penser à un peu la première maison, mosquée de Mahomet, telle qu'elle est décrite dans les textes des voyageurs et puis dans les légendes, dans les mythes aussi de ce personnage. Alors voilà, il faut des fois voir ces choses-là, les mettre en relation. Là aussi, un autre type de relation, c'était la ville de Damas. Comment est-ce qu'elle est devenue quand elle a été prise par les Arabes, il va y avoir la fondation omeyyade, etc. Et vous avez au centre le temple antique, qui ensuite est devenu une église, et puis vous avez une deuxième aire sacrée qui est ici. Et ce qui m'intéressait ici, c'est qu'on sait, d'après les textes, qu'il y avait un palais qui était accolé au mur qibla. On savait que c'était un cube, mais on n'en sait pas plus. Comme ça. Et moi, en Inde, je suis tombé sur un palais de ce type, c'est l'image de droite, qui lui est en pierre, est-ce qu'il avait une coupole ou non. Voilà. Mais grâce au dessin, on peut faire des relations comme ça. Parce que vous passez du temps sur un dessin, sur une carte, même redessiner une carte au crayon, ça vous fait réfléchir sur les choses que vous dessinez. Et puis ici, je m'étais amusé, alors c'est sur place, à la mosquée de Cordoue, de nouveau une mosquée omeyyade, sans doute une des plus belles du monde, où il m'a intéressé de faire des dessins in situ, et ici, entre autres, la première étape de la mosquée, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Vous voyez, c'est une cour qui n'a pas de portique. Alors moi, ça m'a intéressé de montrer ça, en faisant le dessin sur place, puis en enlevant les chapelles chrétiennes catholiques qui avaient été faites à partir de 1493, etc. Et là, une deuxième étape qui m'intéressait aussi, c'est la deuxième étape, là aussi j'ai enlevé les chapelles, pour retrouver les arcades, parce que c'est un endroit assez important, c'est quand ils arrivent à la troisième étape, le mur de la première étape, il a gauchi comme ça, à cause des arcades qui sont perpendiculaires au mur. Donc ils ont refait une deuxième série d'arcades pour compenser tout ça. Et puis à droite, c'est la quatrième étape, qui est extrêmement intéressante, parce que là, quand ils font la quatrième étape, ils ont plus de problème de gauchissement, mais ils ont un mur. Ils ont cet espace-là qui est très épais. Donc ils doivent faire un rattrapage, et voilà, ils font un rattrapage où il y a deux petits arcs. Et c'est vraiment, je crois, quand j'ai vu ça, ou quand j'ai commencé à le dessiner, que j'ai vu le problème que ça avait posé à l'architecte de cette époque, d'Almanzor en l'occurrence. Et puis aussi, évidemment, à Istanbul, je reviens là-bas, Sainte-Sophie, qui a un plan basilical et qui est quand même l'inspiration de toutes les mosquées à coupole unique ottomane. Et à droite, c'est une vue de la mosquée impériale de la Soleimanie, qui est vraiment un très grand objet, même si la coupole de la Soleimanie est plus petite que la coupole de Sainte-Sophie. Mais ce qui est intéressant, c'est que on a deux conceptions de l'espace. Le plan peut paraître assez semblable. Sainte-Sophie, c'est un plan qui est basilical, avec le tympan qui est dans la continuité des colonnes, alors qu'ici, à Soleimani, comme les mosquées impliquent, par leur rituel, d'être plus larges que profondes, eh ben, ce génial architecte qui était Marcinan et son équipe, n'est-ce pas, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va dilater l'espace. Donc il recule les tympans au maximum, et puis il ouvre la partie basse qui soutient le tympan, contrairement à Sainte-Sophie, pour encore dilater. Ce qui fait que sa mosquée, elle va de là à là, alors qu'ici, à Sainte-Sophie, elle va de là à là, pas la mosquée, mais l'église. Vous voyez, c'est des choses intéressantes. Et puis ici, là aussi, la Sélimier, c'est à Edirne, là aussi, c'est sans doute la plus belle mosquée ottomane. C'est une vue intérieure et extérieure. Là, Marcinan était très fier. D'abord, c'était une œuvre. Il avait 85 ans à l'âge, ça conservait pas mal, semble-t-il, de faire de l'architecture dans l'Empire ottoman. Et puis là, cette fameuse coupole, elle est un tout petit peu en diamètre, un tout petit peu plus grande que Sainte-Sophie. Au lieu de faire 32 mètres, elle en fait 34, je crois. Mais voilà. Imaginez qu'on n'a pas de béton armé, n'est-ce pas? C'est tout travail à la compression. Mon ami ingénieur, là, Claude, sait ce que ça signifie. Puis encore une autre chose qui est un métissage entre un temple jain ou hindouiste en Inde, et à gauche, où vous voyez cette superposition, il y a aussi une salle hypostyle, et puis il y a une superposition de deux galeries avec une coupole dans l'espace central. Et à Champagnères, un siècle, ou presque en même temps, c'est une mosquée, mais on reprend les mêmes dispositifs que le temple jain. Ça veut dire que c'est l'islam qui est contaminé ou qui est troublé par l'hindouisme, n'est-ce pas? Et ça, c'est des choses importantes.
Et puis je voulais juste finir par ceci, un petit dessin sur les gâtes. Ça, c'est des choses qui, des fois, c'est bien. En Inde, ça c'est formidable, on peut dessiner des petites choses, des gens qui papotent sur un gâte, une vache dite sacrée qui dort, c'est donc plus facile à dessiner, etc. Ou un chien, voilà. Ces petites choses, c'est les choses, elles font la vie. Et l'architecture, elle est faite pour ces gens, ces animaux qui y vivent. Et à droite, c'est un tableau qui date de 1400, qui a été construit qui a été peint par un peintre italien, Carotto, 1480-1555. Et j'adore ce dessin parce qu'on voit un jeune garçon qui tient son dessin, n'est-ce pas, déjà au XVe siècle. Et peut-être quelque part, quand on fait du croquis, c'est un peu ça, c'est essayer de retrouver l'état d'émerveillement de l'enfance, la curiosité, où on est, voilà, quand on est gosse, vous devez vous en souvenir, on est avide de tout, voilà. Et voilà, je voulais conclure mon discours. Je m'aperçois que j'étais un peu long. Je préfère le terminer ici et je vous remercie de votre attention.